regardez i24 News, c'est midi ensemble et c'est l'heure d'Israël Inside, tour d'horizon de toute l'actualité cette semaine. L'œil supersonique de nos journalistes n'a rien raté dans la presse, c'est maintenant, séance de rattrapage. Donc si vous avez raté quelque chose, avec Lise Barenbaum, journaliste. Lise, bonjour. Maxime Pérez, journaliste et spécialiste des questions militaires sur i24 News. Et Chana Orlik, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes fondatrice de Changity, une start-up sociale. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. On est parti. En 2015, des enfants meurent dans des crèches en Israël. C'est le constat terrible de cette semaine. 2 bébés en bas âge sont morts dans des garderies insalubres du sud de Tel Aviv. Des structures de fortune ouvertes pour des réfugiés africains qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants dans des garderies classiques. Et cette histoire n'est malheureusement pas nouvelle. Ces dernières années, de nombreux enfants sont décédés dans ces endroits. La municipalité de Tel Aviv tente quelques initiatives, mais le gouvernement, jusqu'ici, a peu agi. Pourtant, le cabinet du Premier ministre a tenu cette semaine une réunion d'urgence. Peut-être un signe de changement à venir. Le reportage de Lise Barenbaum, on en parle après. Un nouvel enfant a trouvé la mort dans une garderie du sud de Tel Aviv. Le bébé de 4 mois est mort moins de 48 heures après un autre enfant, Efrat Irlagam, décédée elle aussi dans une structure pour enfants de réfugiés politiques dans le quartier d'Atikva, le genre de jardin d'enfants qu'on appelle entrepôt de bébés en Israël. Les causes de la mort restent inconnues, mais la victime a été retrouvée allongée sur le ventre après plusieurs heures. La mère de l'enfant est venue le chercher et a constaté qu'il était inconscient. Elle l'a ensuite emmené à l'hôpital Ichilov, mais les docteurs n'ont pas pu le réanimer. Comme beaucoup d'autres enfants molestés, cet enfant appartenait à la communauté des réfugiés érythréens. Environ 12 autres enfants sont morts dans des circonstances similaires ces 2 dernières années en Israël. Il faut que le peuple d'Israël sache que cette année sont nés près de 1000 enfants. Tous les ans, il en est 1000 supplémentaires. Nous devons nous occuper de ça et malgré l'ampleur de la tâche, nous nous en occupons presque tout seuls. Ces garderies sont des solutions de fortune pour des réfugiés et des immigrants qui n'ont pas d'autre moyen de faire garder leurs enfants pendant qu'ils travaillent. Des dizaines d'enfants sont ainsi gardés dans des chambres surpeuplées et souvent insalubres, sans parfois de la nourriture ou des équipements adéquats. 2 puéricultrices peuvent devoir s'occuper de 50 enfants 15 heures par jour. Ces garderies ne demandent que 500 shekels par mois aux parents, soit près de 7 fois moins qu'une garderie classique à Tel Aviv. Ces enfants restent parfois toute la journée dans leur lit sans que personne ne vienne les voir. Pour l'argent, ils paient 400 shekels pour un mois, sans la nourriture. 70 structures de cette sorte seraient en activité dans le sud de Tel Aviv et s'occuperaient d'environ 2500 enfants âgés de moins de 3 ans. L'association Messila souhaiterait répliquer le modèle de garderie qu'elle a déjà lancé à Tel Aviv, un organisme ouvert en 2005 qui accueille aujourd'hui 350 enfants. Aujourd'hui, 5 millions de dollars sont requis pour améliorer les institutions qui accueillent les enfants de réfugiés. Les ONG ont déjà commencé leur travail de levée de fonds. Et Lise Barenbaum, d'autres cas de la même gravité sont à déplorer à Tel Aviv. Et oui, malheureusement, le mois de février a été particulièrement terrible. Il y a une petite fille de 8 mois qui a été laissée à la garderie pendant 2 jours par sa mère qui était allée travailler en dehors de Tel Aviv. Elle a attrapé la grippe et elle est morte des complications de la maladie. Un bébé de 5 mois aussi qui s'est endormi et qui s'est étranglé dans un sac en plastique. Il a été emmené à l'hôpital, mais il est mort 3 jours après. Et puis un 3e bébé qui est mort à cause d'une épidémie de méningite. Est-ce qu'il y a quand même des initiatives qui sont prises par les autorités ? Oui, alors on en parle un petit peu dans le sujet. Il y a un organisme à Tel Aviv, Messila, qui a été créé en 1999 par le maire de la ville, Ron Hulday. C'est un centre d'aide et d'information pour les réfugiés. Ça aide financièrement, mais aussi au niveau légal. Les quelques 80 000 réfugiés et travailleurs qui vivent à Tel Aviv et qui viennent principalement d'Érythrée et du Soudan, ils font aussi du lobbying auprès du gouvernement. En tout cas, ils ont averti les autorités depuis très longtemps. En tout cas, depuis ces événements, les autorités se sont exprimées. Oui, il y a une adjointe au maire de Tel Aviv en charge de l'administration des services sociaux qui a déclaré que la municipalité était finalement bien seule dans ce combat. En fait, le gouvernement ne s'impliquerait pas vraiment. Le ministère de l'économie a publié un communiqué la semaine dernière qui dit qu'il n'y a pas de loi qui supervise les garderies privées en Israël. En fait, jusqu'à 3 ans, il n'y a aucune loi qui réglemente les garderies. Et en fait, la situation dans ces jardins d'enfants nous en dit long sur celle de leurs parents immigrés dans le sud de Tel Aviv, Maxime Pérez. Oui, ce sont littéralement des squats. Ces garderies, on en dénombre à peu près, je crois, 80 dans la région de Tel Aviv, où s'entassent à peu près en moyenne 20 à 30 enfants. Parfois, il n'y a pas assez de lits, donc on met les enfants dans des armoires pour qu'ils fassent leur sieste. Ce sont des conditions absolument
déplorables, insalubres et à l'image effectivement de celles qu'endurent et vivent leurs parents. Mais pourquoi, Chana, les gens ne mettent-ils pas leurs enfants dans des GAN finalement classiques, normaux? Parce que, comme on l'a dit dans le reportage, c'est 4 ou 5 fois plus cher que ce qui est proposé dans ces GAN qui sont illégaux, dans ces garderies illégales. Et donc, déjà, les familles de réfugiés n'ont pas la possibilité vraiment de payer ces prix-là. Et puis, au-delà de ça, c'est comme des garderies comme on a en France, c'est-à-dire avec des horaires précis. Et ces personnes-là, les parents, n'ont absolument pas ces horaires-là. Ils travaillent la nuit, ils travaillent plus que 15 heures par jour. Ils n'ont pas la possibilité d'aller chercher des enfants dans les garderies. Alors justement, nous en avons parlé déjà dans une édition précédente de Midi Ensemble, la condition des migrants africains. Il y a une polémique aujourd'hui en Israël sur le camp de transit pour ces réfugiés depuis peu. Israël peut expulser ses citoyens érythréens et soudanais dans un pays d'Afrique, même sans leur accord. C'est une nouvelle loi. Alors quelle est la situation dans le centre de Cholot, où ils sont retenus, tous ces illégaux qui attendent leur rapatriement, Maxime Pérez? Oui, c'est un complexe de 75 hectares planté en plein milieu du désert où peuvent s'entasser jusqu'à 2000 clandestins qui auparavant étaient plutôt placés dans des prisons israéliennes. Ils doivent pointer une fois par jour. C'est une amélioration dans leurs conditions puisqu'avant ils avaient obligation de pointer 3 fois par jour, mais ils sont au milieu du désert, très éloignés des villes israéliennes, donc ils n'ont aucune perspective, aucune possibilité de s'échapper, d'aller très très loin dans la journée, et donc c'est quelque part un centre pénitentiaire à part entière. Alors Chana, ces derniers jours, les Israéliens se sont mobilisés pour aller les voir, ces enfants, dans finalement ces GAN, pour aller leur faire des câlins, pour aller les rassurer. Est-ce que vous pensez que cette mobilisation finalement c'est suffisant pour les aider, ces enfants, dans ces crèches? Alors, déjà, il faut savoir que là, on en parle beaucoup, donc on voit cette mobilisation, mais au quotidien, ça fait des années maintenant que ce problème existe et qu'il y a des associations qui sont là pour aider et pour faire quelque chose. Et beaucoup d'Israéliens de Tel Aviv et de la région se mobilisent. Alors, vraiment, on voit les associations ont besoin de plus de gens pour plein de choses, amener de la nourriture, emmener les enfants chez le médecin. Voilà, il y a des associations qui créent d'autres options gratuites avec des vrais éducateurs qui s'occupent des enfants parce que ces solutions-là, elles sont pas possibles. Quand on voit que c'est dramatique. Justement, vous avez créé une start-up sociale pour les aider, ces réfugiés. Que faites-vous? C'est ça. Alors moi, j'aide les associations. En fait, je suis un petit peu au milieu des personnes qui veulent être bénévoles et des associations qui ont des besoins particuliers et je les connecte selon les besoins, à la fois des associations mais les envies aussi des bénévoles. Et j'accompagne les bénévoles dans ce processus parce que les associations n'ont pas les moyens et quand ils arrivent à avoir de l'argent, c'est justement pour les infrastructures et pas forcément pour aider les bénévoles à avoir une expérience qui a du sens et qui réussit bien. Absolument tragique, cette histoire. Et on va passer tout de suite à un autre sujet. Il est l'une des figures les plus célèbres d'Israël à travers le monde. Chaim Topol est l'illustre interprète de Tavier, le laitier, un héros du film Le violon sur le toit, qui ne se souvient pas de son interprétation de la chanson « Ah si j'étais riche ». Et justement, ce talent immense vient d'être récompensé. Topol vient d'avoir 80 ans et il va recevoir le prix d'Israël, une très haute distinction qui récompense l'ensemble de sa carrière artistique. Mais vous allez voir ce que ce créateur infatigable, eh bien lui, il n'a pas dit son dernier mot. Le reportage tout de suite de Lisa Rimpon. Vous vous rappelez sans doute de lui pour son interprétation inoubliable de Tavier le laitier dans le classique du cinéma Un violon sur le toit. If I were a wealthy man, you wouldn't have to work hard. Chaim Topol vient de recevoir le prix d'Israël attribué par le ministère israélien de l'Éducation pour l'ensemble de son œuvre. Comment j'ai réagi? J'ai dit merci. Je sais me contenir. Je vous rassure, je ne me suis pas mise à danser. Aujourd'hui âgé de 79 ans, l'acteur israélien a remporté au cours de sa carrière un Golden Globe en 1972 et a été nominé pour l'Oscar du meilleur acteur pour le rôle de Tavier. Pourtant, c'est un rôle qu'il a commencé par refuser. J'ai vu la comédie musicale 2 fois à New York et je n'ai pas aimé. J'ai décliné cette proposition, c'était trop diasporique. Moi je viens de l'armée israélienne, je suis un sioniste, non merci. Mais sa carrière ne s'est pas arrêtée là. Topol a également joué le rôle principal dans le film Galileo de Joseph Losey, celui du docteur Hans Zarkov dans Flash Gordon et celui de Milos Colombo dans le film Rien que pour vos yeux de James Bond.
Né en 1935, Chaim Topol a servi dans le groupe musical de Tsahal lors de son service militaire. Il a aussi été un des fondateurs du théâtre de Haïfa. Mais c'est son rôle dans Salah Shabati, sorti en 1964, qui a véritablement lancé sa carrière. Il y interprétait le rôle d'Ephraim Kishon, qui évoque les difficultés d'une famille d'immigrants orientaux en Israël au début des années 60. Si ce prix récompense les accomplissements d'une vie, l'artiste ne compte pas s'arrêter là. La vérité, c'est que je ne travaille pas pour recevoir des prix. C'est agréable d'en recevoir, mais je continue à écrire, à inventer des scènes. Les prix ne sont pas des choses si importantes. Ça fait bien sur les étagères. Topol est actuellement en train de collaborer au scénario du film La Dernière Mission, qui sera tourné en septembre au Royaume-Uni, dans lequel il jouera également. L'histoire d'un espion du Mossad qui effectue sa dernière mission en Angleterre. Alors, Lise, une belle récompense pour ce monument de la culture israélienne, mais une victoire tardive quand même. Et oui, en fait, Topol est assez modeste et il pense que d'autres personnes le méritaient presque plus que lui. Il a parlé notamment de Yosef Milo, un des meilleurs réalisateurs israéliens qui mériterait aussi ce prix. Et puis surtout, il a souligné que ses plus beaux accomplissements, ce ne sont pas ses films, ce sont la création de 2 associations, Variety Israël et Jordan River, qui s'occupent d'enfants atteints de maladies très graves. Et puis cette semaine, un autre grand artiste a été récompensé en Israël. Oui, il s'agit d'Erez Biton, le premier séfarade à gagner le prix d'Israël pour la poésie et la littérature. C'est un poète aveugle d'origine algérienne. Alors ça arrive en pleine polémique autour des origines ethniques des Israéliens. On a vu ça pendant les élections notamment. Lui, il a dit qu'il représentait la poésie hébraïque et pas les juifs orientaux. Chana, Maxime, Topol, ça vous dit quelque chose ? Oui, quand même. Mais surtout pour le « Ah si j'étais riche » plus que pour le reste. C'est mérité cette récompense à votre avis ? Comme vous l'avez dit, je pense que c'est un monument de la culture israélienne, c'est évident. Maxime ? Oui, je crois qu'il mérite cette récompense. Elle est tardive, effectivement. Mais... Allez, mieux vaut tard que jamais. La dernière guerre n'a pas encore 1 an et les Israéliens sont déjà avertis sur un éventuel nouveau conflit. Cet été, c'était dans le sud, à la frontière avec Gaza et contre le Hamas. La prochaine guerre pourrait se dérouler au nord, à la frontière libanaise contre le Hezbollah. Et cette fois-ci, le nombre de roquettes qui pleuvront sur Israël serait bien plus important. Un haut gradé de Tsahal a mis en garde les Israéliens. Regardez. Des centaines, voire des milliers de roquettes pourraient être tirées sur Israël chaque jour si une guerre contre le Hezbollah éclate. C'est ce que le commandant du Front civil, Eyal Eisenberg, a déclaré cette semaine au moment de quitter ses fonctions. Nous devons nous préparer à la possibilité d'une guerre éclair qui pourrait faire tomber entre 1000 et 1500 roquettes sur Israël chaque jour. Selon Eisenberg, la population israélienne doit se préparer à affronter une guerre bien plus dure que celle qui a eu lieu cet été contre le Hamas. C'est la préparation des citoyens au danger qui permettra de limiter le nombre de victimes civiles. Selon les informations de l'unité du Front intérieur, une part importante de la population israélienne n'est pas correctement protégée. Plus de 27% des citoyens israéliens n'ont pas de protection adéquate. Suite à ces recommandations, l'armée se prépare à des évacuations massives de civils. Dans le cas d'une attaque, l'armée sera prête à évacuer les civils vers des camps militaires et à déplacer des communautés entières. Pendant l'opération Bordure protectrice de cet été, le Hamas a tiré plus de 4000 roquettes sur les villes israéliennes. C'est le dôme de fer qui a stoppé la plupart de ces missiles. Début mars, le Conseil de sécurité des Nations Unies a mis en garde contre les violences qui ont lieu à la frontière libano-israélienne. Le dernier conflit majeur entre Israël et le Hezbollah a eu lieu en 2006. L'organisation terroriste avait tiré plus de 100 roquettes par jour sur Israël pendant plus d'1 mois. Alors Lise, pourquoi la menace d'une guerre avec le Hezbollah semble se rapprocher ? Alors déjà, on estime que l'arsenal du Hezbollah aujourd'hui s'élève à 100 000 roquettes. Et puis il y a eu des événements qui sont arrivés récemment. En janvier dernier, 2 soldats israéliens ont été tués quand une patrouille de Tsahal s'est aventurée dans le nord du pays, à la frontière avec le Liban. Et dans un communiqué, le Hezbollah a dit que les martyrs avaient attaqué Tsahal en représailles d'une frappe aérienne de Tsahal près de la frontière syrienne qui avait fait une semaine auparavant au moins 7 victimes. Alors la défense passive a transmis aux autorités du pays de nouvelles prévisions en cas de guerre avec le Hezbollah. On parle de 1000 à 1500 missiles tirés chaque jour sur les villes israéliennes, des centaines de morts. Donc le scénario est absolument terrifiant. Pour quelles raisons ces informations ont-elles été publiées, Maxime ? Eh bien, tout simplement parce que la dernière publication du genre remontait à 2007 et que depuis il s'est passé beaucoup de choses. C'est vrai que le Hezbollah est impliqué militairement en Syrie, mais en tout cas il a toujours poursuivi son réarmement. C'est un réarmement massif, c'est une force absolument
apocalyptique qu'a mis en place le Hezbollah à la frontière d'Israël grâce à l'Iran, 100 000 roquettes et missiles avec n'importe quel point du pays, de la frontière nord jusqu'à Eilat qui peut être atteint. Et évidemment, face à ça, une armée israélienne, mais aussi des systèmes antimissiles qui ne seront certainement pas suffisants pour répondre à de telles salves de roquettes. Alors face à ces menaces, Israël n'est pas totalement démuni. Pendant la guerre de Gaza, on a beaucoup parlé de l'efficacité du système antimissile Dôme de fer, mais ce n'est pas le seul système à disposition de l'armée, Maxime. Oui, Israël peut se vanter d'être l'un des seuls pays au monde, si ce n'est le seul pays au monde qui dispose d'un véritable parapluie antimissile. D'ailleurs, ce parapluie il a été surnommé par l'échelon militaire le tiramisu israélien, à savoir qu'il répond, chaque système correspond à une menace précise. Vous avez le dôme de fer qui correspond à la menace posée par les roquettes de courte portée. Vous avez en cours de développement le système baguette magique qui devrait être opérationnel l'année prochaine, qui lui intercepte les missiles de croisière et les roquettes de moyenne portée. Et vous avez le système Arrow, Flèche et les systèmes Patriot qui eux répondent aux missiles de plus longue portée et aux missiles balistiques comme les Scud qu'aujourd'hui détient le Hezbollah en plusieurs dizaines d'exemplaires. Mais Maxime, vous avez des informations, vous savez quand elle va avoir lieu cette guerre ? Alors l'estimation, elle est inchangée depuis que le Hezbollah est embourbé en Syrie. Rien a priori à l'horizon dans les prochains mois, peut-être même dans les prochaines années, mais aujourd'hui, il y a la question iranienne qui est évidemment sur la table et la question du Hezbollah est intrinsèquement liée à ce qui va se passer avec l'Iran, à savoir que tout cet arsenal dont on parle, qui est une menace absolument épouvantable, peut être servi, a été constitué pour faire face, pour répondre éventuellement à une attaque israélienne contre les centrales nucléaires iraniennes ou alors tout simplement à une action militaire des Occidentaux contre l'Iran. À ce moment-là, le Hezbollah sera utilisé par l'Iran comme une force de frappe contre Israël. Alors c'est dans ce cadre-là qu'il faudra être... malgré l'accord sur le nucléaire iranien. À plus forte raison parce que pour l'instant on n'est qu'un accord de principe et qu'apparemment les versions divergent entre ce qu'annoncent les Américains et ce que disent les Iraniens. On est encore assez loin d'une signature, donc tout est possible et c'est justement ce game changer, cet élément qui peut faire basculer la région dans la guerre dans les prochains mois. Merci beaucoup Maxime Pérez. Alors Lise, cette semaine, en bref, une initiative très inattendue ici en Israël. Oui, 3 mois après les attentats djihadistes de Paris, la mère d'une des victimes de Mohamed Merah, l'assassin de Toulouse, Latifa Ibn Ziaten, s'apprête à emmener en Israël une quinzaine d'adolescents français. Alors ces jeunes ont été reçus à l'ambassade d'Israël la semaine dernière pour un premier contact avec le pays. Et c'est une initiative qui a été commencée par Latifa Ibn Ziaten il y a bien longtemps puisqu'elle sillonne la France pour rencontrer des jeunes et pour essayer de les détourner de l'extrémisme. Je vous rappelle que son fils Imad a été tué en mars 2012. Elle sera donc en Israël du 22 au 28 avril prochain. Je vous propose de l'écouter. Jérusalem, les 3 religions, c'est très important de connaître la religion de l'autre et qu'on est côte à côte et on doit découvrir et on doit le transmettre après aux autres. C'est ça que je ramène ces élèves et seront des ambassadeurs et ambassadresses de paix. Maxime Chana, vous comprenez cette initiative ? Oui, moi je la comprends et je pense que c'est ce type d'initiatives qui sont le plus importantes, celles qui viennent du peuple, celles qui viennent des associations. Il ne faut pas attendre que les gouvernements ou les institutions se réveillent pour faire changer les choses et pour faire changer les mentalités. Il faut des personnes comme ça qui sont des leaders d'opinion et qui vont au quotidien faire bouger les choses. Maxime, vous êtes d'accord ? Oui, c'est crucial, mais en même temps, c'est une goutte dans l'océan parce qu'il y a évidemment il y a trop peu d'initiatives de ce genre et on sait à quel point les esprits, notamment en France aujourd'hui, sont crispés. Il faut espérer que ce genre d'initiative encourage d'autres initiatives du même type. Alors Lise, cette semaine, vous avez choisi une femme emblématique de la culture française. C'est la femme de la semaine. Oui, la femme de la semaine. Elle n'est pas israélienne cette fois-ci. Elle est française, mais elle vient en Israël. Elle a 88 ans et c'est la célèbre muse de Saint-Germain-des-Prés, Juliette Gréco, qui va se produire pour la 2e fois de sa carrière en Israël dans le cadre de sa dernière tournée qui s'appelle L'Adieu. Donc elle sera à Tel Aviv le 4 mai prochain. Et lors de sa dernière représentation en Israël en 2011, quand on lui avait demandé si elle aimait le pays, eh bien elle avait dit oui, j'aime ce pays, j'aime le peuple d'Israël.
d'Israël qui traversent tant d'épreuves et qui malgré tout aiment rire, sortir, aller au spectacle, en un mot, vivre. Chana, Juliette Gréco, vous aimez? Oui, je connais quelques chansons. Le petit oiseau, le petit poisson, ça me dit quelque chose. Vous saviez qu'elle aimait autant Israël, Maxime? Ma voisine. Vous ne la connaissez pas, elle n'est Si, pas de bien sûr. votre génération. Non, ça fait plaisir. En tout, c'est formidable, Lise, de la voir venir comme ça ici surtout en à Israël. 88 ans, c'est incroyable quoi. Elle continue à chanter et elle choisit Israël comme une de ses dates de tournée, c'est quand même remarquable. Chana, vous allez la voir? Je ne pense pas, mais vraiment c'est bien de voir que Israël maintenant est une destination pour les artistes qui a plus ces problèmes politiques, enfin il y a encore malheureusement, mais qu'il y a des artistes comme ça qui s'engagent et qui vont là pour la culture et pour la musique. Lise, un échec pour le BDF? Ah oui, c'est un échec pour le BDF, surtout que Juliette Gréco, c'est une muse du Paris un peu de gauche et elle vient ici, elle aime Israël, elle ose le dire haut et fort, donc c'est... Et vous allez y aller? Oui, je vais y aller. Allez, on va y aller ensemble. Israël Inside, c'est fini. Lise, Maxime, Chana, merci de votre présence aujourd'hui, chers téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'infos à la loupe sur Israël. Restez avec nous, midi ensemble, ça continue.